Bonjour. Alors écoutez, vous vouliez savoir d'abord comment j'étais devenu ethnologue. Alors vous savez, je suis né à Paris, j'ai fait des études classiques dans un grand lycée parisien. Et puis, en même temps, ce qui me plaisait quand j'étais jeune, à la fin du lycée, au début de mes études, c'était de partir en stop avec un copain à travers l'Europe et un petit peu les marges de l'Europe. Et à vrai dire, c'est au retour d'un voyage en Turquie, qui d'ailleurs s'était mal terminé par un accident assez grave sur la route Ankara-Istanbul, qu'en rentrant, je me suis dit, mais pourquoi n'essaierais-je pas de faire de l'ethnologie? Ça m'avait intéressé de voir la vie dans les villages. À ce moment-là, je faisais des études de lettres classiques. Et parallèlement, donc, j'ai commencé à faire des études d'ethnologie. Il y avait à ce moment-là le roi Gourand, qui était prof à la Sorbonne. Il y avait Hélène Balfet qui nous initiait à la technologie. Il y avait Suzanne Gamelon qui nous apprenait la parenté. Il y avait Roger Bastide également qui nous apprenait donc l'anthropologie des religions. Et tout ça m'avait intéressé. Alors à la fin de l'année du certificat d'ethnologie, je suis allé voir le roi Gourand et je lui ai dit, écoutez, moi je crois que je voudrais être ethnologue. Alors il m'a dit, oui, mais est-ce que je vais vous poser la même question que m'avait posée Mauss quand j'étais allé le voir à peu près dans le même genre de circonstances. Mauss m'avait dit, êtes-vous rentier? Et je n'étais pas rentier, donc le roi Gourand m'a conseillé de passer l'agrégation de lettres classiques, et puis ensuite on verrait pour l'ethnologie. Donc j'ai passé l'agrégation de lettres classiques, et puis après je suis allé le revoir, je me suis formé au centre de formation à la recherche ethnologique par lequel sont passés la plupart des ethnologues français. Et puis, il s'agissait de trouver un terrain, de trouver une thématique. Et à ce moment-là, j'avais suivi aussi les cours de Maxime Rodinson, l'islamologue, mais qui était islamologue, mais qui nous apprenait aussi le sud-arabique et le guèze, donc, puisque lui-même avait travaillé aussi sur l'Éthiopie. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas étudier l'île de Socotra, au sud de l'Arabie saoudite. Et puis c'était très compliqué. Je traînais au musée de l'Homme à ce moment-là, j'y allais toutes les semaines pour suivre les cours du centre de formation à la recherche ethnologique. Et se montait au musée de l'Homme une équipe sur l'Iran. Alors l'occasion a fait de larron. À vrai dire, c'était Jacques Millot, qui était un ancien directeur du musée de l'Homme, un médecin, qui avait été en Iran et qui avait créé ce petit centre. Et à ce moment-là, bon, pour aller en Iran, il n'y avait pas besoin de visa, c'était pas si compliqué que ça. On pouvait sur place, paraît-il, accéder au terrain sans trop de difficultés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, ça s'est décidé un petit peu comme ça. Jacques Millot, que je connaissais, m'a conseillé de m'orienter vers l'Iran. Jacques Millot était un personnage tout à fait étonnant. Il habitait un bel appartement sur une avenue près du musée de l'Homme. Et là, d'ailleurs, il avait une bibliothèque absolument fascinante. Il avait les classiques, La Fontaine, Racine, mais dédicacés à l'époque, enfin, et puis aussi une bibliothèque de surréalistes absolument extraordinaire. Et donc, l'occasion a fait de larron et je me suis dirigé vers l'Iran. Alors, donc, c'est comme ça qu'a commencé mon travail de recherche en ethnologie. Et quand je suis arrivé en Iran, je ne savais pas trop ce que j'allais y faire d'ailleurs, au point de vue région, et tout le monde à ce moment-là travaillait soit sur les sociétés pastorales, soit encore sur
la sédentarisation des nomades. C'était un petit peu les thèmes à la mode. Il y avait eu le travail de Frédéric Barthes sur les nomades du sud de l'Iran. Il y avait aussi mon ami et collègue Jean-Pierre Digard qui travaillait sur les Bakhtiari, etc. Et moi, j'ai fait un petit tour d'Iran. Et ce qui m'a fasciné, c'est les sociétés du nord de l'Iran, à proximité de la mer Caspienne, le Gilan, donc, qui est une des deux provinces qui longe la mer Caspienne, qui présentait une forte originalité par rapport au mode de vie sur le plateau iranien. Et donc, c'est sur cette région-là que je me suis spécialisé. Alors, au départ, mon sujet était un sujet plutôt touchant aux techniques, et donc mes premiers travaux ont été sur les techniques. J'avais été très sensibilisé par Leroi-Gourhan à l'étude des techniques. Et puis ensuite, et ça je vous le raconterai par la suite, les choses ont un petit peu changé. On est dans quelles années Alors là, on est dans les années 70. Alors à ce moment-là, l'enquête ethnologique n'était pas simple non plus en Iran. C'était moins difficile qu'aujourd'hui, mais c'était pas simple. Il fallait une autorisation. Le régime du Shah était un régime policier qui n'était pas un régime qui acceptait n'importe qui, n'importe où. Il fallait aller faire du terrain avec un Iranien du centre d'ethnologie de l'Iran. Donc, me voilà parti. Et à ce moment-là, ce qui était un peu le sésame pour nous, c'était un programme d'établissement de cartes ethnographiques de l'Iran. Et donc, moi, j'étais chargé avec mon collègue Marcel Bazin, qui lui était géographe et travaillait sur l'ouest du Guilan, de faire ces cartes sur le nord de l'Iran, ce qui fait qu'à ce moment-là, on a pratiqué une ethnologie qu'on pourrait appeler une ethnologie extensive, et qui a été donc cette ethnologie extensive matérialisée dans une publication, celle-ci, il faut montrer, donc qui est publiée au début des années 80, donc juste après la Révolution, et qui était un peu le résultat de ces enquêtes extensives dans le nord de l'Iran. On avait des localités témoins et à partir de là, on avait cartographié un peu la répartition des types d'habitations, des types d'instruments oratoires, des types également de migration interne à l'intérieur de la région, etc. Donc ça allait même dans un degré, si vous voulez, de détail extrêmement impressionnant, puisque je me rappelle qu'il y avait des cartes sur les noms du joug dans la région. Vous voyez donc l'extraordinaire minutie avec laquelle on avait envisagé ce travail. Mais il y avait des choses aussi qui touchaient plus à des domaines que je reprendrai par la suite. Par exemple, il y avait une carte des pèlerinages et puis il y avait aussi une carte de la consommation du riz et du pain dans cette région, qui est une région risicole, ce qui tranche tout à fait avec les cultures sèches que l'on a en Iran intérieur, et donc de voir un peu quelle était la proportion du riz et du pain aux différents repas de la journée. Donc voilà, ça c'est une première phase, et donc quelque chose qui était surtout centré sur les techniques et sur une géographie ethnologique, pour ainsi dire, de la province. Donc ça, c'est ce que j'ai aussi essayé de faire dans ce livre sur les habitations et l'architecture rurale dans la région. Donc c'est un livre qui avait été publié à ce moment-là, je ne sais plus en quelle année. Je cherche, attendez, si je cherche, il faut que je mette mes lunettes. Mais plus tardivement, évidemment, puisque c'est en 89 que cela a été publié, donc après une deuxième phase et un deuxième retour en Iran après la Révolution. Alors là, c'était en 1982. Et là, évidemment, les choses avaient beaucoup changé. J'arrive au Guilan, c'était une atmosphère extrêmement tendue, et je me dis, je ne vais surtout pas aller voir les gens que je connais, ça risquerait de les compromettre. Et donc, j'avais eu d'autres adresses par des amis à Téhéran. Et
je me dis, je suis allé les voir et puis ça ne correspondait pas à ce que je cherchais, qui était plus une insertion dans une collectivité, une communauté et dans une famille. Et à ce moment-là, je me dis non. Je vais essayer, comme ça, par hasard, de trouver le terrain qu'il faut et la famille qui pourrait m'accueillir. Je monte dans un taxi collectif. Vous savez, ces taxis tout à fait étonnants. C'était une vieille Volga-russe et il y avait un passager qui était entre le chauffeur et la porte du chauffeur. Donc, et on me demande où allez-vous. Alors moi, je reste très vague. J'étais avec un sac en bandoulière et ma voisine croyait que j'étais un marchand d'étoffes qui venait d'une province éloignée et qui arrivait avec ses étoffes. Elle a été assez déçue quand je lui ai dit que non, je n'avais pas d'étoffes dans mon sac. Et donc on pensait que j'allais au centre religieux de la région, à Astane à Sharafieh, puis on passe à Astane et je ne m'arrête pas, je ne descends pas du taxi. Alors là, les gens ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Qu'est-ce qu'il vient faire? On arrive à Kiachar, donc qui est un port sur la Caspienne, et puis là non plus, je ne descends pas. Et alors on me dit, mais où allez-vous? Je dis, je vais au terminus. Le terminus, c'était un village qui sera le cadre de mes enquêtes par la suite, donc Las Cocolaye. Las Cocolaye, et là, j'arrive donc au hameau du Haut, qui était le terminus du taxi. Il y avait juste à côté un khavé-khané, c'est-à-dire une maison de café, si je traduis littéralement, mais c'est une maison de thé, en définitive, on boit du thé, puisqu'on boit du thé en Iran. Le café, c'était avant le 19e siècle, qu'il y avait le café comme boisson principale, comme boisson comme le thé. Et là, tout à coup, les gens regardent, les quelques paysans qui étaient là, absolument sidérés, en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet intrus? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait ?» Et pendant 20 minutes, un silence incroyable avec des regards obliques. Vous savez, en Iran, on ne regarde jamais droit dans les yeux. On ne regarde droit dans les yeux qu'un ami ou encore quelqu'un vis-à-vis de qui on a une colère extraordinaire. À ce moment-là, on va lui parler droit dans les yeux, mais en général, chap negami quand même. C'est-à-dire, on regarde obliquement. C'est le regard oblique qui domine. Et là, donc, il y avait tous ces regards obliques que je voyais. Et tout à coup, il y a quelqu'un de plus courageux que les autres qui me dit « Arat Shekari, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre occupation ?» Alors, j'essaie de bredouiller vaguement que je suis ethnologue, mais ethnologue, ça dit... Vous savez, en persan, ça se dit « Mardom Shenasi », c'est-à-dire la connaissance des hommes. Et donc, et puis je dis « Mais écoutez, je m'intéresse beaucoup à la région, et d'ailleurs, j'ai publié un livre sur la région. Ce livre venait de sortir. Et il y avait une petite partie en persan. Alors les gens sont passés ce livre de main en main dans la maison de thé. Tout le monde, les gens ne savaient pas lire en général, et ils avaient néanmoins un grand respect pour la chose écrite. Et j'ai expliqué que j'enseignais dans une université. Bref, désormais j'étais le professeur qui s'intéressait au Guilan, même si j'étais assez jeune. Sorti de la maison de thé, je tombe sur deux jeunes gens qui étaient en train de faire une partie de jeu de noix. Le jeu de noix, c'était un peu le jeu de billes, si vous voulez, mais à la mode locale. Et il y en a un qui me dit, bah, venez prendre le thé à la maison. Vous savez, ces maisons du Guilan, il y a une véranda qui est assez importante. Et là, donc, c'était à l'automne, et donc on pouvait s'installer sous la véranda. Le temps n'était pas encore trop froid. Et donc, je vais prendre le thé. Là, sa mère m'accueille, me dit « Oui, monsieur ». Elle voulait savoir qui j'étais un petit peu. Alors, je sors une photo de mes 3 enfants. Ça la rassurait beaucoup, parce qu'elle s'est demandé si je n'étais pas un intrus qui venait chercher une femme dans le village, que sais-je, enfin, avec de mauvaises intentions. Et puis, le cercle des gens commençait à grossir, si vous voulez, de ces gens venant observer le curieux.
et l'intrus. Qui était-ce? Il y avait quelqu'un de tout à fait particulier dans ce village qui était arrivé. Et dans une situation pas commune. Et donc, au bout d'une ou 2 heures, où j'essayais d'entretenir une conversation sur des banalités avec les gens autour de moi, déboulent sur un scooter, enfin une sorte de scooter, une moto, 2 gardiens de la Révolution, ou 2 Bassidji, donc 2 bénévoles qui étaient les envoyés du régime islamique. Ils arrivent et ils se disent « suivez-nous ». Je leur dis « non, écoutez, je ne peux pas vous suivre, écoutez, je suis l'hôte des gens qui m'ont accueilli ici très gentiment, posez-moi des questions si vous voulez, je suis à votre disposition, mais je reste là où on m'a accueilli ». Vous savez que les lois de l'hospitalité en Iran sont des lois d'airain, donc impossible de déroger à ces lois. Et à ce moment-là, donc, ils se mettent à me poser des questions très diverses, etc. J'y réponds de façon oblique, un peu comme les regards, si vous voulez, pour éviter les difficultés. Et la seule question qui les intéressait, c'était de savoir ce que je pensais de la révolution islamique, si j'étais pour ou contre. Et à ce moment-là, quand ils me posent cette question, je dis, mais regardez, il y a ce soir beaucoup d'étoiles dans le ciel. Tout le monde se met à rigoler par rapport à cette réponse qui était tout à fait décalée par rapport à la question. Et donc, à ce moment-là, les 2 gars déguerpissent, repartent, tellement ils se sentaient ridicules. Et si vous voulez, c'est resté comme une scène un petit peu inaugurale et qu'on m'a rappelé encore 30 ans après en me disant « mais tu te rappelles ce que tu avais dit aux gardiens de la Révolution ?» Et donc, c'est comme ça que s'est créée une certaine complicité avec ce village et aussi avec la famille qui est devenue en définitive après la famille chez qui j'ai résidé année après année. Alors je ne suis pas retourné néanmoins en Iran de 82 à 90 parce que c'était la guerre, vous savez, c'était cette guerre épouvantable avec l'Irak. Bon, déjà en 82 c'était épouvantable parce qu'il y avait les exocètes qui venaient d'où? De France et qui bombardaient donc l'Iran via Saddam Hussein. Il y avait une position du gouvernement qui était pro-irakienne. Donc, et en même temps, on ne pouvait y aller, à vrai dire, que si on montrait véritablement patte blanche, c'est-à-dire une certaine solidarité avec le gouvernement islamique. Et je n'avais pas envie, si vous voulez, du tout d'entrer dans ce jeu. Et donc, à partir de 90, bon, c'est Rafsanjani qui devient président de la République, c'est un petit peu différent, l'ambiance est moins contrainte qu'elle ne l'était auparavant. Et donc à ce moment-là, j'ai pu y retourner sous le prétexte, par la suite d'ailleurs en y allant très régulièrement, sous le prétexte de la création d'un musée ethnographique au Guilan, donc qui me permettait comme ça d'avoir un motif officiel pour y retourner. Et puis alors, en plus, quand on dit, écoutez, non, moi je vais dans une famille, je vais chez des amis, donc c'est pas la recherche, c'est pas mon objectif. Et qu'un professeur, alors ça c'est très intéressant aussi, qu'un professeur puisse aller faire de la recherche de terrain, ça c'est absolument incompréhensible en Iran en général. Parce qu'un professeur, ça doit envoyer des élèves faire de la recherche sur le terrain. Mais lui-même reste dans la grande ville à faire des cours, si vous voulez, et à s'entretenir avec les élites intellectuelles. Il ne va pas aller se crotter les pieds, les jambes, etc., à faire du terrain. Et ça, c'était quelque chose, si vous voulez, d'inintelligible et qui le reste grandement. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a toujours, si vous voulez, ce soupçon d'y aller pour autre chose, parce qu'on ne va pas quand même aller interroger des paysans pour savoir comment ils labourent la terre ou comment croît le riz pendant la saison. Non, on y va pour, sans doute pour autre chose et sans doute aussi pour renseigner son propre gouvernement. Et donc il y a, si vous voulez, cette accusation d'espionnite qui est une constante dans les recherches en Iran et dont on voit aujourd'hui encore les conséquences tragiques, parce que non, ça n'est. Or, bon, je doute que
M. Chirac, ou même M. Mitterrand, M. Chirac, ou M. Sarkozy, ou M. Hollande, ou encore M. Macron se passionnent pour savoir la parenté dans un village du Guilan ou les techniques agricoles dans un village du Guilan. Je ne pense pas que ce soit leur préoccupation première. Mais ça, qu'un professeur puisse aller se plonger les pieds dans la boue pour avoir des renseignements sur ce genre de choses, non, non, ça c'est tout à fait invraisemblable. Donc voilà un petit peu comment, si vous voulez, s'est tramée cette recherche sur l'Iran. Alors, entre-temps, vous me direz, de 82 à 90, c'est vrai que j'avais, dans les années 70, développé aussi un autre centre d'intérêt qui était la Provence. La Provence, où ce qui m'intéressait beaucoup, c'était à la fois les modes de vie en Provence, qui sont des modes de vie en général assez urbains, ce qu'avait bien montré Maurice Agulon dans ses travaux, l'historien donc dans ses travaux. Les villages provençaux, ce ne sont pas les villages que l'on peut trouver dans le Cotentin ou dans d'autres régions de France. Ce sont de petites villes en général, avec les maisons qui sont groupées et avec en fait très peu de maisons dispersées, sauf les maisons de maître. Et alors, en même temps, sur ces modes de vie en Provence qui touchent aussi bien au mode de vie donc dans ces villages, qu'à ces passions populaires qui sont fortes dans ces villages, à ce moment-là, c'était la chasse. Bon, aujourd'hui, la chasse est en régression parce qu'il y a tout ce mouvement animalitaire, si vous voulez, qui fait que la chasse n'a plus la même prospérité. Et puis également, un autre problème qui est la plus méridionale, qui était la gestion de l'eau et qui est toujours un problème très vif. Alors donc, tout ça m'a amené à m'intéresser à cette société méridionale. Et en particulier, la synthèse de tout ça, c'est ce que j'avais écrit dans ce volume consacré à la Provence et qui est paru, je crois, en 1989 aussi, mais là, qui est le résultat de recherches donc menées depuis les années 70. Et donc, ça, c'est un livre que j'avais fait avec un historien, avec une dialectologue, avec un géographe et avec un spécialiste de littérature. Mais l'essentiel est quand même consacré à l'ethnologie de la Provence, donc avec des chapitres aussi bien sur l'individu, la parenté, sur les modes de vie, et donc avec aussi des illustrations qui proviennent de photographies ou bien encore de peintures, si vous voulez, qui ont été exécutées par les peintres au XIXe et au XXe siècle. Quand vous dites la chasse, c'est des chasses collectives Alors non, oui, c'est des chasses collectives. La chasse collective au sanglier, notamment. Donc la battue, avec les rabatteurs, et d'autre part, donc, avec les rabatteurs donc, qui ont les chiens, et puis les postiers. Les postiers, alors, ce qui donnait d'ailleurs une géographie de la campagne assez étonnante, y compris la forêt, parce que là où il y avait des postes, il y avait un nom donné à ces postes qui était soit le nom d'un chasseur connu, soit d'un pin spécifique, d'un pin l'arbre spécifique, et qui avait reçu un nom, donc une toponymie propre à ces chasseurs. Alors, évidemment, la traversée du village avec l'animal abattu, c'était quelque chose, si vous voulez, de tout à fait frappant. Je me rappelle en avoir donné une photo que je cherche et que je vais finir par retrouver. Attendez. Oui, ça doit être par là. Voilà. La traversée donc d'un village avec le sanglier. Et donc, c'était véritablement quelque chose où s'exprimaient deux qualités
propre à ces sociétés provençales et méridionales, d'une part la sociabilité dont la chasse était un des pivots, avec une sociabilité avec la société de chasse qui est véritablement une institution importante dans le cadre d'un village provençal ou d'une petite ville provençale, et d'autre part également quelque chose, une exaltation de la virilité, qui est un trait caractéristique de ces sociétés méridionales, l'honneur d'avoir tué une bête, etc. Et puis on voit cette parade, si vous voulez, glorieuse des chasseurs traversant le village. Donc là, il y avait quelque chose de véritablement d'intéressant, et c'était ce que j'avais choisi comme miroir un peu de l'identité régionale. Aujourd'hui, je pense que ça a quand même pas mal changé, dans la mesure où le nombre de chasseurs a considérablement diminué, et c'est plutôt des gens plus âgés de ma génération qui continuent de chasser. Moi, je ne suis pas chasseur, je vous rassure, si vous avez des préventions contre les chasseurs, mais cela dit, c'était quand même tout à fait intéressant de voir ces chasseurs à l'œuvre.